Merci. On m'a demandé de donner une présentation rapide sur le développement de l'empathie et ce n'est pas vraiment possible parce que c'est trop compliqué. Et en plus, on m'a demandé de parler plus lentement, donc je vais essayer de vous donner une idée de ce que je voudrais faire, ou de ce que je voudrais dire plutôt. Mais pour ceux d'entre vous qui me trouvent incompréhensible, parce que je laisserai pas mal d'informations de côté, eh bien, soyez assurés de trouver ces images sur le site de Vaincre l'autisme et vous pourrez le vérifier. Donc, l'empathie, c'est un mot qui vient du grec ancien, empatheia, qui signifie sincérité, et certains l'ont également traduit sous le nom de feeling, de sentiment. Ça a été utilisé essentiellement par un médecin qui s'appelait Theodor Lipps dans les années 1880 et ensuite par un certain Stein, une Madame Stein, dans sa thèse sur les problèmes de l'empathie par rapport au problème du sentiment. C'était supervisé par un certain Edmond Husserl. Et puis, à la même époque, on commence à retrouver ce terme dans la littérature. Et Freud lui-même l'a utilisé de façon très répétée. Et en 1921, il a lui-même exprimé sa vision sur l'empathie comme étant la capacité de toutes les personnes à prendre le point de vue des autres. Eh bien, je pense que Freud avait certainement raison, mais ce n'est pourtant pas à donner à tout le monde de le faire. Mais selon ces personnes, Lipps, Stein, Russell, Freud, l'empathie est essentiellement une fonction cognitive et non pas affective. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Beaucoup de chercheurs aujourd'hui, y compris cliniciens, voient l'empathie comme étant la possibilité d'avoir une théorie de l'esprit qui permette de réfléchir sur le contenu d'un monde intérieur, et pas tellement la façon dont les gens voient le monde aujourd'hui, mais plutôt le monde avec soi-même, et donc d'avoir une représentation mentale de sa propre personne et des autres. L'empathie, en fonction de Husserl, c'est la base de l'intersubjectivité, alors que la sympathie, c'est une empathie qui a une connotation émotive. Donc sympathie n'est pas synonyme d'empathie, même si certains les utilisent de façon l'un pour l'autre. En d'autres termes, il ne faut donc pas les utiliser comme étant des synonymes. C'est mon point de vue. Ce ne sont vraiment pas des termes synonymes. Si vous parlez par exemple de troubles de l'empathie, il ne faut pas penser à ceci comme nécessairement étant un trouble de la sympathie. Vous pouvez être en fait quelqu'un de tout à fait sympathique, c'est-à-dire de quelqu'un qui peut avoir malgré tout un petit peu d'empathie quelque part. Mais quel est l'autisme, la relation entre autisme et empathie? L'autisme et tous les termes qu'on utilise quand on parle des troubles qui vont avec. Eh bien, de quoi parle-t-on exactement quand on se tourne vers l'empathie? En fait, l'autisme fait partie, comme vous le savez, d'un grand groupe de troubles du comportement et du développement, et on peut parler peut-être aussi de façon synonyme de troubles de l'empathie. Et si on considère l'empathie comme étant un problème cognitif chez ces individus, l'empathie est en fait une caractéristique qui n'est pas distribuée de façon normale dans la population générale. Je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, on aurait peut-être estimé un coefficient d'empathie comme étant la même chose qu'un coefficient intellectuel. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais on parle par contre de coefficient affectif. Donc il y a des déficits, tout autant que dans le quotient intellectuel. Il y a aussi une empathie qui est intuitive, qui consiste à avoir une intersubjectivité spontanée et un partage des émotions. En fait, la plupart des gens pourraient dire que c'est exactement le problème des autistes.
que l'on soit ou non d'accord avec cette théorie. Qu'en est-il maintenant des psychopathies et de leur relation avec l'empathie et la sympathie? Alors la psychopathie, c'est une combinaison qui a donné lieu à beaucoup de littérature. Donc c'est une combinaison de troubles narcissiques, borderline et antisociaux. Et si vous regardez le DSM 4, par exemple, ou tout autre trouble de la personnalité et de ces registres, eh bien, ces personnalités narcissiques, borderline, antisociales, signifie que vous êtes un psychopathe. Et ce qui est typique d'une psychopathie, c'est l'absence de remords et l'absence de conscience. La manipulation ou le charme, c'est parfois un terme qui est utilisé, le terme de charme, c'est-à-dire le pouvoir de manipulation des gens chez les psychopathes, reste des caractéristiques constantes. Et l'empathie est nécessaire pour pouvoir être manipulateur et charmeur, mais c'est aussi quelque chose qui entraîne une activité qui vous permet en quelque sorte de jouer avec l'esprit des autres. Donc le dénominateur commun chez les psychopathes, c'est justement pas l'absence d'empathie, tout à fait l'inverse. Au contraire, il faut avoir une capacité d'empathie très développée pour pouvoir être en mesure de devenir psychopathe. Et le dénominateur commun, c'est l'absence justement de sympathie, l'absence de conscience et de remords en présence justement de ces compétences, de ces aptitudes à l'empathie. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre autisme et psychopathie? Alors, bien sûr, dans la population générale, ce ne sont pas les mêmes choses. Nous sommes tous nés différemment, enfin, nous avons tous des caractéristiques différentes. Bien sûr, il y a des gens dans le spectre de l'autisme qui peuvent avoir peut-être davantage de caractéristiques d'avoir on va dire, un cœur de pierre. De même qu'il y a des gens qui ont des personnalités de type autiste qui ont au contraire des personnalités beaucoup plus chaleureuses. Et parfois, vous trouverez aussi, par exemple, chez des Asperger, des sujets qui ne sont, je ne pense pas, des psychopathes, mais qui peuvent s'en approcher. Mais malgré tout, les concepts sont très différents. Dans un groupe général, il y a effectivement chez les autistes un déficit d'empathie, une difficulté à utiliser en fait l'empathie tout au long de leur vie. Mais vers l'âge de 10 ans, par exemple, quand ils regardent des films, eh bien les personnes avec de bonnes fonctions cognitives dans le spectre de l'autisme, qui peuvent par exemple entendre parler de catastrophes naturelles, d'abus ou autres, peuvent devenir très sympathiques, justement être en sympathie et développer même un petit peu d'empathie. Mais, quoi qu'il en soit, le déficit se maintient et empêche ces personnes du spectre de l'autisme à devenir des manipulateurs. Alors que c'est très rare qu'on voit une personne du spectre de l'autisme raconter des gros mensonges pour vous manipuler. Mais parfois, on peut effectivement se laisser tromper par quelqu'un qui raconte des histoires absolument invraisemblables ou fantastiques, on va dire. Par exemple, nous avons vu un certain nombre d'enfants et de jeunes adultes accusés d'autres personnes d'avoir commis des abus sexuels sur eux-mêmes, ce qui n'avait rien à voir avec la vérité. Mais par contre, le risque, c'est que cette population la population qui, elle, subit des abus ne soit pas crue. Voyez-vous la différence de manipulation? Donc, chez les personnes autistes, on ne les voit pas raconter des histoires absolument invraisemblables et ça serait donc très difficile de croire à ce qu'ils racontent, de toute façon. Mais ils ne sont pas en réalité suffisamment sophistiqués dans leur capacité à manipuler leur auditoire. De façon générale, l'autisme a quelque chose à voir malgré tout avec la conscience, alors que de façon générale, la psychopathie, justement, n'a rien à voir avec un sentiment quelconque de conscience, d'avoir bonne ou mauvaise conscience. Quels sont les marqueurs précoces maintenant? On essaie d'établir
s'il y existe des enfants à risque d'autisme qui peuvent être identifiés très rapidement dans la vie. On en a parlé ce matin, mais une fois qu'on peut les identifier assez tôt dans les 2 à 3 premières années de vie, il faut savoir s'il y a une stabilité des caractéristiques de ces personnes. Et les personnes qui développent un autisme à ce moment-là le seront toujours à 20 ou 30 ou 40 ans. Et dans le domaine de l'autisme, il y a pourtant des changements qui interviennent. Par exemple, 30 ans plus tard, il peut y avoir quelqu'un qui développe un Asperger, mais qui finalement redevient en quelque sorte un simple autiste. Alors que chez la psychopathie, on ne sait pas qui sera psychopathe avant longtemps. Donc on peut avoir quelques marqueurs de cruauté, par exemple, déjà très tôt, ou d'impulsivité, cruauté vis-à-vis des animaux très souvent, ou par rapport également à d'autres jeunes enfants. Ce sont des éléments qui vont de pair avec cette impulsivité très souvent. Ce sont là effectivement les marqueurs précoces d'un risque pour une conduite de psychopathe à l'âge tardif, à l'âge plus adulte. Par contre, le lien est beaucoup plus faible quand il s'agit de faire une association avec les troubles de l'attention et de l'hyperactivité ainsi que les ODD, les troubles du comportement déviant, mais il y a pourtant une forte proportion de ces personnes qui seront en tout cas perçues par les autres comme étant des psychopathes, même si la proportion réelle ne serait que d'une quinzaine de %. En fait, quand on dit que l'ADHD peut être la voie de la criminalité, ce n'est certainement pas cela. Il y a peut-être un risque, mais ce n'est pas le cas de la majorité des sujets qui ont des troubles de l'attention et de l'activité. Ce ne sont pas, en tout cas, des gens qui sont censés devenir des psychopathes. Et quant aux troubles du spectre de l'autisme, ce ne sont jamais les signes avant-coureurs d'une quelconque psychopathie. Comment est-ce que se développe l'empathie au fil du temps? Eh bien, nous savons un petit peu ce qui se passe, mais en très faible proportion. Et on le sait surtout avec des enfants qui peuvent avoir des compétences visuelles, pas chez des enfants qui ont des problèmes visuels. Mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Alors, si on parle de développement moteur, évidemment, il faut des capacités motrices pour pouvoir montrer que vous développez une forme d'empathie. Donc, c'est difficile de juger le développement de quelqu'un dans ce domaine, sauf s'il y a vraiment des capacités motrices avérées. Et on peut supposer ici que l'enfant, par exemple, qui n'a pas des capacités motrices tout à fait adéquates, nécessite quand même au minimum une mémoire, une perception, ainsi qu'une capacité à l'attention et également il faut qu'il puisse contrôler ses impulsions. Quant au fait de maintenir le regard, c'est un des éléments importants dans le maintien de l'empathie que l'on peut voir déjà dès l'âge de 3-4 ans. On nous pose souvent la question sur le détecteur de direction du regard. C'est aussi un élément de diagnostic, c'est-à-dire regarder les mêmes choses que ce que regardent les autres, par exemple aussi. C'est aussi très important pour pouvoir développer le même concept du monde que celui qu'ont les gens qui nous entourent. Donc, par exemple, c'est la même chose pour l'audition. Donc, je pense qu'un détecteur non plus visuel, mais un détecteur auditif serait tout aussi important en tout cas. Et jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup étudié l'utilité. On a parlé ce matin de l'attention auto-initiée, commune. C'est quelque chose que l'on voit déjà à partir de 8 à 9 mois d'âge, chez des bébés de même 6 mois d'ailleurs. Et s'ils sont suffisamment intelligents, vous pouvez voir effectivement qu'ils arrivent à susciter leur propre attention. Et s'il n'y a pas d'attention auto-suscitée à partir de 12, 15, 18 mois, c'est qu'il y a certainement là un signe préoccupant chez cet enfant. Quant au langage, et là, il est important de comprendre tout ceci. Nous pensons toujours
Oui, je sais que mon temps va être dépassé, mais les gens pensent que regarder les autres dans les yeux, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de la vie, dès la naissance. Et c'est vrai qu'une majorité des bébés regardent aussi la partie supérieure du visage, donc les yeux, dès la naissance ou dans les phases suivantes. Mais c'est vrai que à 5, 10, 15, 20 jours, très souvent, beaucoup de bébés regardent effectivement le regard de l'autre pour tenter de comprendre ce qui se passe dans ce monde intérieur de l'autre. Mais nous venons justement de terminer une étude sur des bébés parfaitement normaux. On les a suivis jusqu'à l'âge de 2 ans et demi pour montrer que c'est tout à fait normal pour un bébé de cet âge-là, non pas de regarder les yeux, mais de regarder la bouche. Donc, c'est important à savoir parce que l'autisme, c'est peut-être autre chose. Chez un bébé normal, si vous regardez la bouche, en fait, vous voyez que le développement du langage va de pair avec le regard vers la bouche. Et c'est peut-être quelque chose qui est le cas aussi chez l'autisme, mais ce n'est certainement pas quelque chose que l'on peut utiliser comme signe prédictif chez un enfant de 2 ans et demi, parce qu'apparemment c'est un signe qui est tout à fait commun à tous. Et puis, il y a une théorie de l'esprit qui émerge maintenant, en plus de la mémoire, la perception, les impulsions, le regard, etc., de tout ce que je viens de citer, donc. Et il peut y avoir effectivement une intégration avec les fonctions exécutives et la cohérence centrale qui pourrait permettre d'utiliser cette théorie de l'esprit dans un contexte tel qu'on peut arriver à développer une empathie et une compréhension de ce qui se passe dans l'esprit des autres. Maintenant, au cours des 10 dernières années, on a travaillé beaucoup sur les neurones moteurs, miroirs, pardon, excusez-moi, les neurones miroirs, et très vraisemblablement, ça ne sera pas certainement la voie d'avenir pour comprendre à la fois les phénomènes d'empathie et d'autisme, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de cet aspect. Je dirais simplement que la recherche sur les neurones miroirs est très intéressante, vraiment passionnante. Et je dirais qu'à ceux qui pensent qu'il y a là la solution à la compréhension de l'empathie, je ne pense pas que ce soit le cas. Ils doivent se tromper. Je ne vais donc pas rentrer, puisque je n'ai pas le temps, dans ces détails de ce qui concerne les fonctions motrices, la mémoire, etc. Mais c'est sûr que les enfants avec des problèmes les enfants avec des problèmes d'empathie ont des problèmes de perception et ont du mal à distinguer les informations importantes des informations plus négligeables. L'attention, bien évidemment, est aussi très importante. Si vous ne faites pas attention à ce qui se passe dans le monde, du fait, par exemple, que vous avez un défi difficile d'attention et d'hyperactivité, vous aurez des problèmes parce que vous pouvez avoir même d'excellentes capacités à l'empathie, mais si vous ne faites attention à rien, vous n'arriverez pas à développer cette empathie. Donc il est très important de tenter d'aider les jeunes enfants qui ont des problèmes d'attention, des troubles de l'attention en fait, à régler leurs problèmes d'attention justement pour pouvoir développer leur empathie. Les troubles d'attention sont associés à souvent de nombreux autres problèmes, y compris l'autisme. Beaucoup d'enfants ADHD, effectivement, ont des caractéristiques autistes. Et nous voyons, à partir d'une vingtaine d'études, que très souvent, ce sont des choses que l'on retrouve dans une même famille. Mais je pense qu'il est important de comprendre et de distinguer les capacités à l'empathie des capacités d'attention, même si l'attention contribue donc à renforcer l'empathie. Quant au contrôle des impulsions, ça, c'est très difficile, effectivement, à contrôler. Ça peut se comprendre, parce que si vous ne contrôlez pas vos impulsions, vous aurez beaucoup de mal à avoir de l'empathie. Vous ne pouvez pas non plus être attentif à ce que font les autres ou ce qu'ils pensent ou disent. Et quant au regard, au maintien du regard, du contact par le regard, on en a déjà beaucoup parlé. C'est typique des enfants avec l'autisme, mais parfois aussi, et très souvent même, des enfants jusqu'à l'âge de 24 mois. Comme nous venons de le dire. Donc je fais quelques coupes.
Donc, la théorie de l'esprit est bien développée chez les enfants de 4 à 5 ans. Certains ont déjà des preuves même de cette théorie de l'esprit avant cet âge-là. Il est assez évident, je crois, à partir des recherches qui ont été publiées, que la plupart des sujets autistes ont des problèmes avec cette théorie de l'esprit dans un certain groupe d'âge, par exemple vers 5-6 ans. Mais certains, toutefois, s'en sortent plutôt bien sur cette théorie mentale, cette théorie de l'esprit ou cette théorie mentale autour de l'âge de 10 ans. Donc je pense que l'intégration des fonctions centrales de l'attention et de la théorie mentale, c'est tout un ensemble. Alors, comment se développe cette empathie? Comme je l'ai dit, c'est effectivement la partie préfrontale du cerveau et du cervelet qui sont intéressantes. Ce sont des zones connectées par un réseau neuronal connu qui va pouvoir agir à la fois sur le passé et l'avenir, réfléchir sur le passé et l'avenir et réfléchir sur l'état mental des autres. Et la connectivité fonctionnelle dans ce système, dans ce circuit et dans les autres noyaux du cerveau sont également très importants, sans doute, dans le développement de l'empathie. Il existe des publications très importantes par ces différents auteurs. Donc, ceux qui sont intéressés par le développement de l'empathie au niveau cérébral pourront s'y rapporter. Je crois qu'il est important aussi de savoir qu'il y a à peu près une trentaine d'années, il y a eu des publications sur les anomalies du tronc cérébral dans l'autisme ou du cervelet également. Nous avons nous-mêmes travaillé sur ces éléments, sur les lobes temporaux, leur importance dans l'autisme. Nous avons parlé il y a 22 ans d'une étude qui montrait que chaque individu autiste avait une activité diminuée dans les zones temporales du cerveau, et Francesca et d'autres ont montré que la portion frontale médiane du cerveau était impliquée chez les Asperger. Et très souvent, on réfléchissait aux différentes zones, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous regardez toutes les études qui ont été faites à ce jour sur l'autisme, ce réseau fonctionnel du cerveau est en fait montré dans toutes les études, parce que quelle que soit l'interruption ou la perturbation que vous pratiquiez au niveau du cerveau, vous aurez moins de fonctionnalité de tout l'ensemble du système, et c'est peut-être là la base des problèmes d'empathie, et en particulier de l'autisme. Merci.